Ma fiancée a dit, signe un contrat de mariage ou je ne t'épouserai pas. Je ne risquerai pas ce que j'ai construit pour quelqu'un sans ambition. J'ai hoché la tête avec joie. Ensuite, j'ai appelé mon avocate pour protéger tout ce qui était à mon nom. Ces avocats ont appelé quand ils ont découvert que j'avais 15 fois plus d'actifs qu'elle. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Elle a demandé le contrat de mariage elle-même. Elle a fixé les conditions elle-même. Elle a dit, avec cette confiance si caractéristique qui est la sienne, qu'elle n'allait pas risquer ce qu'elle avait construit à cause de quelqu'un sans ambition. Et moi, j'ai hoché la tête, j'ai souri, et je lui ai répondu avec grand plaisir. Ce qu'elle ne savait pas à ce moment-là, ce que ses avocats ne savaient pas non plus, ce qu'absolument personne dans cette pièce ne savait, c'est que lorsque j'ai appelé mon avocate le soir même pour lui demander de protéger tout ce qui était à mon nom, le monde de Laetitia était sur le point de s'effondrer. Parce que, lorsque ses propres avocats ont examiné les documents et découvert que j'avais 15 fois plus de richesse qu'elle, ils m'ont appelé moi, pas elle ni ses avocats. Et lors de cet appel, plus personne ne riait. Plus personne n'avait le contrôle. Plus personne ne faisait encore ce qu'il croyait faire. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé à ce moment, je dois tout vous raconter depuis le début, car cette histoire ne commence pas par un contrat de mariage. Elle commence par un regard de mépris lors d'un dîner un mardi soir, et par un homme qui a décidé de ne rien dire pour le moment. Je m'appelle Hugo. J'ai 45 ans. Et pendant presque 2 ans de ma vie, j'ai laissé une femme me regarder de haut. Comme si mon mode de vie était le signe d'un échec. Comme si mon silence était l'aveu que je n'avais rien à offrir. Je l'ai laissé le croire. Non pas parce que j'étais idiot. Non pas parce que je ne m'en rendais pas compte, mais parce qu'il y a des moments dans la vie où la meilleure réponse est de n'en donner aucune. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas avec des mots. Elles se gagnent avec le temps, avec précision, avec le genre de froideur qui n'apparaît que lorsque quelqu'un vous a suffisamment blessé pour que vous décidiez de ne plus jamais réagir de manière impulsive. Laetitia est entrée dans ma vie un mardi après-midi, lors d'une réunion d'affaires à laquelle j'avais failli ne pas assister. Elle était brillante, sûre d'elle, avec cette énergie propre aux personnes qui ont bâti quelque chose de leurs propres mains et qui le savent. Elle avait une entreprise de design d'intérieur qui marchait bien, un emploi du temps constamment rempli, et une présence qui remplissait n'importe quelle pièce. Et moi, j'étais l'homme discret en arrière-plan, celui qui buvait son café seul, écoutait plus qu'il ne parlait, et s'habillait bien, mais sans ostentation. Rien en moi ne criait le pouvoir. Ça n'a jamais été le cas. C'était toujours mon choix. Un choix qu'au fil du temps, Laetitia a interprété comme une limite. Nous avons commencé à nous fréquenter, d'abord de manière décontractée, puis plus régulièrement. Laetitia était le genre de femme qui organise tout, qui arrive à l'heure, qui a une opinion sur tout, et au début, ça me plaisait. J'aimais son énergie. J'aimais le fait qu'elle savait ce qu'elle voulait. Ce que je n'ai pas remarqué immédiatement, ou peut-être que je l'ai remarqué mais choisi de l'ignorer, c'était sa tendance à classifier les gens selon ce qu'ils montraient. Pour Laetitia, la valeur de quelqu'un se mesurait au visible, à la voiture qu'il conduisait, au restaurant où il vous invitait, à la marque de sa montre, au code postal de son appartement. Et moi, je vivais dans un appartement simple dans un quartier calme. Je conduisais une voiture discrète. Je portais une montre que mon père m'avait offerte avant de mourir. Rien de ce qu'elle recherchait comme signe de succès ne se trouvait à ma surface. Et pour Laetitia, cela représentait tout. Il y a eu une nuit, je crois que c'était vers le 4e mois de notre relation, où nous sommes sortis dîner avec 2 couples de ses amis, des gens de son cercle, des entrepreneurs, des consultants. Des personnes avec ce genre de conversation qui finit toujours par des chiffres et des comparaisons. À un moment donné, l'un d'eux m'a demandé directement ce que je faisais dans la vie. Je leur ai dit que j'étais consultant indépendant, et j'ai vu avec une clarté totale comment le regard de Laetitia a changé pendant une seconde, juste une seconde. Mais je l'ai vu. Il y a eu quelque chose entre la honte et la déception qui a traversé son visage avant qu'elle ne sourie à nouveau. Ce soir-là, sur le chemin du retour, elle était plus silencieuse que d'habitude. Elle n'a rien dit. Moi non plus. J'ai simplement observé et stocké ce moment quelque part en moi, là où je garde les choses que je n'oublie pas, parce que c'est ainsi que je suis. Je ne réagis pas sur le moment. Je n'explose pas. Je ne confronte pas immédiatement. J'observe. Je digère. Et j'attends.
J'ai toujours été comme ça depuis que je suis jeune. Et mon père m'a appris que celui qui parle le premier dans une négociation perd presque toujours. Que le silence, bien utilisé, est l'outil le plus puissant qui soit. Qu'il y a une énorme différence entre quelqu'un qui ne peut pas se défendre et quelqu'un qui choisit de ne pas le faire pour le moment. Mon père était un homme qui a tout construit de zéro avec patience et avec vision. Il m'a appris à ne jamais abattre toutes mes cartes, à ne jamais laisser personne savoir exactement combien j'avais, ce que je pouvais faire, ni combien je valais. Parce qu'au moment où ils le savent, ils changent. Ils changent toujours. Et Laetitia ne m'a jamais posé la question. Elle ne s'est jamais assise en face de moi avec une curiosité sincère pour me dire « Hugo, dis-moi qui tu es vraiment ». Elle n'a jamais fait ça. Ce qu'elle a fait, c'est présumer. Présumer que ce qu'elle voyait était tout ce qu'il y avait. Présumer que ce simple appartement était tout ce que je pouvais m'offrir. Présumer que cette voiture discrète était tout ce que je pouvais gérer. Présumer que j'étais, au fond, un homme sans grandes ambitions, sans grandes ressources, sans rien de particulièrement important à protéger. Et dans cette présomption, dans cette décision de ne pas demander, de ne pas regarder au-delà de la surface, elle scellait sans le savoir tout ce qui allait arriver. Ce que Laetitia ne savait pas, c'est que derrière cet homme discret, ce consultant indépendant qui parlait peu et souriait beaucoup, il y avait quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Quelque chose que j'avais protégé pendant des années avec la même discrétion que mon père m'avait appris à vivre, avec des parts dans 3 entreprises, des propriétés dans 2 pays, des investissements accumulés sur plus de 20 ans. Une fortune qui, au moment où ses propres avocats l'ont vu documenter, s'élevait à 15 fois plus que tout ce qu'elle avait construit. 15 fois. Mais ça, personne ne le savait encore, et je n'étais pas pressé de leur dire. Les mois suivants furent, en apparence, tout à fait normaux. Nous nous voyions le week-end, parfois en semaine quand son emploi du temps le permettait. Nous allions dîner, au cinéma, nous nous promenions dans le parc le dimanche matin. De l'extérieur, nous étions un couple comme les autres, 2 adultes construisant quelque chose ensemble. Mais moi, qui ai toujours eu cette capacité à observer sans que personne ne s'en aperçoive, j'ai commencé à voir un schéma qu'au début je voulais ignorer. Un schéma qui se répétait assez fréquemment pour que je ne puisse plus appeler ça une coïncidence. Laetitia avait 2 versions. La version pour quand nous étions seuls, qui était chaleureuse, attentionnée, véritablement amusante. Et la version pour quand d'autres personnes étaient présentes, en particulier des gens de son cercle professionnel, qui était complètement différente. Dans ces moments-là, quelque chose en elle changeait, sa posture, son ton, même la façon dont elle me présentait. Elle ne disait jamais « Voici Hugo » avec fierté. Elle le disait avec une sorte de neutralité calculée. Comme quelqu'un qui présente quelque chose qu'il ne veut pas trop expliquer. Il est consultant, disait-elle, et c'était tout. Pas de contexte, pas de détails, comme si ajouter plus d'informations était un risque qu'elle ne voulait pas prendre. Un après-midi, nous étions chez son amie Martha, une femme au fort caractère et à la langue bien pendue, qui était clairement le genre de personne à dire ce qu'elle pense sans filtre. Il y avait 2 autres personnes, un dîner décontracté, du vin, des conversations. À un moment donné, Martha m'a demandé avec sa franchise habituelle. « Hugo, alors sur quoi tu travailles en ce moment ? Tu as de gros projets en cours ?» Avant que je ne puisse répondre, Laetitia est intervenue rapidement. Trop rapidement. « Hugo va à son propre rythme », a-t-elle dit avec un sourire qui était moitié tendresse et moitié excuse, comme si mon rythme était quelque chose dont il fallait s'excuser. Comme si le simple fait que je n'ai pas de titre ronflant ou d'entreprise avec mon nom inscrit en grosses lettres était une lacune qu'elle couvrait gracieusement par des mots gentils. J'ai souri, j'ai pris une gorgée de vin, et je n'ai rien dit, mais j'ai mémorisé cela, comme toujours. Il y a eu une autre occasion, un samedi matin qui m'est resté gravé avec une clarté qui me surprend encore aujourd'hui. Nous prenions le petit déjeuner dans son appartement, un de ces longs petits déjeuners tranquilles que j'appréciais vraiment, quand elle a reçu un appel. C'était un client important, alors elle s'est levée et est allée dans la chambre pour parler. Je suis resté dans la cuisine avec mon café, sans aucune intention d'écouter, mais l'appartement n'était pas grand, et sa voix, quand elle s'animait, montait en volume sans qu'elle s'en aperçoive. Je n'ai pas tout entendu, mais j'en ai entendu assez. J'ai réussi à entendre lorsqu'elle a dit avec un petit rire léger et désinvolte quelque chose qui m'a glacé de l'intérieur. Non, ce n'est pas que ce soit un mauvais parti. C'est juste qu'il n'a pas grand-chose à montrer, tu vois, mais c'est une bonne personne. On verra.
On verra. Comme si j'étais un investissement à risque modéré dont elle n'avait pas encore décidé s'il valait la peine de le garder dans son portefeuille. Elle a raccroché, est revenue dans la cuisine, m'a souri, a continué son petit déjeuner comme si de rien n'était, et moi, j'ai souri aussi. J'ai continué à boire mon café, et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est finalement mis en place. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas une douleur aiguë. C'était plutôt de la clarté. Ce sentiment quand vous voyez enfin quelque chose que vous saviez déjà mais que vous ne vouliez pas confirmer, et soudain, vous ne pouvez plus l'ignorer. Parce que le problème n'était pas que Laetitia soit une mauvaise personne. Le problème était que pour elle, le monde avait une hiérarchie très claire et je n'occupais pas la place qu'elle jugeait appropriée dans cette hiérarchie. Non pas à cause de qui j'étais en tant qu'homme, non pas à cause de mon intelligence ou de mon caractère ou de la façon dont je la traitais, mais à cause de ce que je montrais, ou plus précisément, à cause de ce que je ne montrais pas. Et cette distinction, cette réduction d'une personne à ses actifs visibles, était quelque chose que je ne pouvais pas respecter. Même si je ne l'avais pas encore dit à voix haute, les mois ont passé, et avec eux, la relation a pris une tournure qui, rétrospectivement, était assez révélatrice. Laetitia a commencé à faire de petits commentaires presque imperceptibles sur l'importance d'avoir des objectifs clairs ou sur ce que signifie vraiment construire quelque chose de solide dans la vie. Des commentaires qui n'étaient jamais dirigés vers moi directement, mais qui apparaissaient toujours dans les conversations où j'étais présent. Des commentaires qui flottaient dans l'air comme des ballons gonflés à l'hélium remplis de sous-entendus. Et je les ai laissés flotter. Je les ai observés. Je les ai mémorisés. Un dimanche, alors que nous nous promenions dans le parc près de son immeuble, elle m'a dit quelque chose qu'à l'époque j'ai essayé de prendre à la légère, mais qu'avec le temps, j'ai compris être beaucoup plus révélateur qu'il n'y paraissait. Elle a dit, « Hugo, as-tu déjà pensé à faire quelque chose de plus ambitieux ? Je ne dis pas que ce que tu fais est mal, mais il y a un moment dans la vie où tu dois décider jusqu'où tu veux aller, » a-t-elle dit en regardant droit devant elle. Pas moi. Avec cette façon bien à elle de jeter des idées en l'air comme si c'était des réflexions générales et non ce qu'elles étaient réellement, des évaluations, des jugements déguisés en philosophie du dimanche. J'ai répondu que oui, j'y pensais beaucoup, que j'étais très au clair sur jusqu'où je voulais aller et que j'étais en paix avec la voie que j'avais choisie. Elle a hoché la tête, mais dans son geste, il y avait quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la résignation, comme quelqu'un qui accepte une limite qu'il ne peut pas changer. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis que je la connaissais, j'ai ressenti quelque chose comme de la tristesse. Pas pour moi, mais pour elle. Pour tout ce qu'elle était sur le point de découvrir, pour tout ce que sa propre arrogance ne lui permettait pas de voir. Parce que pendant que Laetitia m'évaluait, pendant qu'elle calculait silencieusement si j'étais suffisant, pendant qu'elle discutait avec ses amis pour savoir s'il valait la peine de continuer à parier sur un homme sans grands actifs visibles. Je gérais en silence une fortune qu'elle ne pouvait même pas imaginer. 3 entreprises dans lesquelles j'avais des participations importantes. 2 d'entre elles héritées de mon père et une que j'avais bâtie moi-même au cours de 15 ans de travail discret et de décisions stratégiques. Des propriétés à Mexico et à Madrid. Un portefeuille d'investissement qui croissait patiemment depuis plus de 2 décennies. Tout à mon nom, tout parfaitement documenté, tout absolument invisible pour quelqu'un qui ne prenait jamais le temps de poser la question. Mon patrimoine net total aujourd'hui dépasse les 4 millions de dollars. Laetitia, avec tout ce qu'elle avait construit avec tant de fierté, avec toute cette entreprise qu'elle exhibait comme son grand trophée de vie, avait un peu moins de 300 000 dollars d'actifs. Je le savais. Elle ne le savait pas à propos de moi. Et dans cette asymétrie d'information, dans cette énorme différence entre ce que chacun de nous savait sur l'autre, se trouvait la graine de tout ce qui a suivi. Mais le coup qui allait tout changer était encore à venir. Le moment où Laetitia cesserait d'être simplement une femme avec des préjugés pour devenir quelqu'un avec un plan. Et ce moment est arrivé un jeudi soir, avec un verre de vin à la main et un sourire trop calculé pour être spontané. C'était un jeudi soir. Je m'en souviens avec une précision que seuls les moments qui vous changent de l'intérieur possèdent, même si en apparence ils semblent tout à fait banals. Nous avions dîné dans son appartement. Quelque chose de simple qu'elle avait préparé. Une de ces soirées tranquilles que j'appréciais sincèrement. Il y avait du vin rouge, de la musique douce, la lumière chaude des lampes qu'elle avait choisies avec tant de soin pour chaque coin de son espace. Tout était agréable. Tout était normal. Et c'est précisément pour cette raison que ce qui a suivi m'a pris avec une garde que, je dois l'admettre, je n'avais pas complètement levée.
Nous avons terminé de dîner, débarrassé les assiettes ensemble, nous nous sommes assis sur le canapé avec nos verres toujours à la main, puis Laetitia s'est installée. Elle m'a regardé d'une manière que je n'avais pas vue auparavant, un regard qui mêlait la confiance à quelque chose que je ne pouvais pas nommer à l'époque, mais qu'avec le temps j'ai appris à reconnaître comme du calcul. Et elle a dit, « Hugo, je veux te parler de quelque chose d'important. » J'ai hoché la tête. J'ai écouté. Je pense que notre relation a atteint un point où il est logique de penser à quelque chose de plus sérieux, à se marier. Elle a fait une pause. Mais j'ai besoin que tu comprennes que si nous franchissons cette étape, je vais demander un contrat de mariage. Ce n'est rien de personnel. C'est juste que j'ai construit tout ce que j'ai avec beaucoup d'efforts. Et je ne suis pas prête à risquer ce que j'ai accompli à cause de quelqu'un qui n'a pas eu la même ambition. À cause de quelqu'un qui n'a pas eu la même ambition. Elle l'a dit exactement comme ça, avec ces mots précis, avec un naturel qui m'a dit qu'elle l'avait répété, qu'elle avait réfléchi à la façon de le dire, qu'elle avait choisi chaque terme avec soin. Et pourtant, elle l'a dit devant moi, en me regardant dans les yeux, comme si c'était tout à fait raisonnable, comme si décrire son partenaire comme quelqu'un sans ambition était simplement une observation objective et non une humiliation enveloppée dans de la soie. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas changé d'expression. J'ai pris une gorgée de vin, j'ai posé mon verre sur la table calmement, et j'ai répondu avec plaisir, « Laetitia, cela me semble tout à fait raisonnable. » Elle a souri, un large sourire soulagé, comme quelqu'un qui s'attendait à de la résistance et qui trouvait à la place une reddition. Elle m'a dit qu'elle était heureuse que je le voie de cette façon, que cela montrait de la maturité, que beaucoup d'hommes se mettaient sur la défensive sur ces sujets, mais que c'était un signe de sécurité personnelle de l'accepter sans drame. Elle l'a dit comme si elle me faisait un compliment, comme si je devais lui être reconnaissant de m'inclure dans ses plans malgré mes limites évidentes. J'ai hoché la tête, j'ai souri, et à l'intérieur, avec un calme qui me surprenait moi-même, j'ai pris une décision. Cette nuit-là, sur le chemin de mon appartement, j'ai appelé Célestina. Célestina est mon avocate depuis 11 ans. C'est une femme précise, intelligente, le genre qui n'a pas besoin de beaucoup parler pour que tout soit clair. Je lui ai expliqué la situation en termes concrets. Je lui ai dit que ma petite amie avait proposé un contrat de mariage et que j'en voulais un aussi, mais pas n'importe lequel. J'en voulais un qui protégerait absolument tout ce qui était à mon nom, chaque action, chaque propriété, chaque compte, chaque investissement, tout. Célestina a écouté en silence, a posé 2 questions précises, puis a dit, « Compris. Je t'envoie le brouillon dans 48 heures. » Juste comme ça. Si net. C'est comme ça que tout a commencé. Ce qui a suivi dans les semaines suivantes fut une danse étrange, presque surréaliste. Laetitia a engagé ses propres avocats. Un cabinet bien connu, avec une bonne réputation, spécialisé dans le droit de la famille et la protection du patrimoine. Elle me l'a dit avec une sorte de fierté discrète, comme quelqu'un qui veut vous faire savoir qu'elle n'improvise pas, qu'elle sait ce qu'elle fait, qu'elle a les ressources pour se protéger. J'ai hoché la tête. Je lui ai dit que j'avais aussi contacté quelqu'un. Elle a demandé qui. Je lui ai dit une avocate de confiance. Je n'ai pas donné plus de détails. Elle n'a pas posé d'autres questions. Je suppose qu'elle présumait que mes ressources juridiques seraient proportionnelles à ce qu'elle croyait être mon patrimoine net. C'est-à-dire modeste. Et c'est là que l'histoire commence à prendre une dimension qui va au-delà du contrat de mariage. Parce que pendant que tout cela se passait en surface, pendant que Laetitia organisait des réunions avec ses avocats et que j'assistais aux miennes avec Célestina, autre chose se passait. Quelque chose que je ne savais pas encore totalement, mais qui était sur le point de révéler une facette de cette situation bien plus sombre que ce que j'avais imaginé. C'est Teodoro qui me l'a dit. Teodoro est mon frère cadet, il a 3 ans de moins que moi, et il est le seul être humain sur Terre à connaître chaque détail de ma situation financière. Non pas parce que je lui ai tout dit d'un coup, mais parce qu'il a été présent à chaque étape. Il était là quand nous avons hérité des parts de papa. Il était là quand j'ai conclu l'affaire sur la propriété à Madrid. Il était là quand j'ai décidé de structurer les investissements tels qu'ils sont aujourd'hui. Teodoro sait qui je suis, et c'est précisément pour cela que lorsqu'il m'a appelé un mardi matin, avec cette voix qu'il n'utilise que lorsqu'il a quelque chose de sérieux à dire, j'ai su que je devais écouter attentivement. Il m'a dit qu'il avait croisé Martha, l'amie de Laetitia, le week-end précédent lors d'une réunion sociale, qu'ils avaient discuté un moment, comme le font des connaissances, et qu'à un moment donné de la conversation, avec la négligence typique de quelqu'un qui a bu quelques verres de trop.
Martha avait dit quelque chose que Teodoro ne savait pas s'il devait me dire immédiatement ou attendre. Elle avait dit, avec un naturel qui rendait les mots plus lourds, que Laetitia lui parlait depuis des semaines de la situation, que Laetitia était convaincue que je cachais quelque chose, qu'elle ne savait pas exactement quoi, mais qu'il y avait certains détails dans mon comportement. Dans ma façon de bouger, dans la qualité de certaines décisions que j'avais prises pendant notre relation qui ne collaient pas avec l'image d'un homme sans ressources. Et que le contrat de mariage n'était pas seulement une protection contre moi. C'était aussi un moyen de me forcer à déclarer ce qui m'appartenait, de tout mettre en lumière pendant la procédure légale, de cartographier mes actifs réels en utilisant le cadre du contrat de mariage comme un outil. Je suis resté silencieux quand Teodoro a fini de parler. Il me connaît assez bien pour ne pas interrompre ce silence. Il a attendu, et après un moment, j'ai dit, quand était-ce? Il m'a dit que c'était samedi, 3 jours plus tôt, 3 jours pendant lesquels Laetitia m'avait appelé 2 fois, m'avait envoyé des messages affectueux, m'avait demandé si je voulais la voir le mercredi. 3 jours de normalité absolue sur une surface qui cachait en dessous quelque chose que je ne pouvais plus appeler un malentendu, de la paranoïa ou une exagération. Le contrat de mariage n'était pas une demande née de la peur de perdre ce qu'elle avait construit. C'était un piège élégant, bien conçu, enveloppé dans le langage raisonnable de la protection du patrimoine, mais un piège quand même. Et moi, involontairement, sans l'avoir planifié, j'avais répondu exactement de la bonne manière. J'avais appelé Célestina. Je lui avais demandé de tout protéger. Et maintenant, avec cette nouvelle information, j'ai compris avec une clarté absolue que le prochain mouvement ne pouvait pas être émotionnel. Ce ne pouvait pas être une confrontation. Ce ne pouvait pas être une question directe, une accusation ou un ultimatum. Ce devait être un jeu. Et si Laetitia voulait jouer, j'étais prêt. Mais nous allions jouer selon mes règles, sur mon plateau, avec mon timing. Parce que si mon père m'avait appris une chose, quelque chose qui est gravé en moi quelque part où cela ne peut être effacé, c'est que dans toute négociation, dans tout conflit, dans tout moment où quelqu'un essaie de profiter de vous, la personne qui contrôle l'information contrôle le résultat. Et l'information, dans ce cas, était complètement de mon côté. Je n'ai pas appelé ce soir-là. Je lui ai envoyé un court message affectueux en lui disant que j'avais eu une longue journée et que nous nous parlerions demain. Elle a répondu par un cœur. J'ai éteint le téléphone, je me suis versé un verre d'eau, je me suis assis dans le fauteuil où mon père s'asseyait quand j'étais enfant, et j'ai repensé à ses enseignements. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai sincèrement souri. Les jours qui ont suivi ont été les plus étranges que je me souvienne avoir vécus. Étranges non pas parce qu'il se passait quelque chose de dramatique en surface, mais précisément pour la raison inverse. À l'extérieur, tout restait pareil. Laetitia et moi nous voyions. Nous parlions. Nous partagions des moments qui, dans tout autre contexte, auraient été simplement agréables. Elle était toujours la même femme énergique et sûre d'elle, avec cette présence qui remplissait n'importe quel espace. Et j'étais toujours le même Hugo silencieux qui écoutait plus qu'il ne parlait, qui souriait au bon moment, qui ne haussait jamais la voix. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé de manière irréversible. C'était comme si une vitre invisible avait été abaissée entre nous. Je pouvais la voir parfaitement. Je pouvais l'entendre. Je pouvais lui répondre. Mais je n'étais plus du même côté. Célestina m'a fixé un rendez-vous un mercredi à 10 h du matin à son bureau, un bureau qui, d'ailleurs, se trouve à l'un des étages les plus élevés d'un immeuble du centre-ville avec une vue qui dit tout ce qu'il y a à dire sur le niveau de son travail sans qu'elle ait à ouvrir la bouche. Je suis arrivé à l'heure. Elle avait déjà tout sur la table, plusieurs documents, un résumé de ma situation financière complète et une proposition de structure pour le contrat de mariage qui était, en termes simples, un chef-d'œuvre de précision juridique. Elle a expliqué point par point ce qu'elle avait préparé. Les parts dans les 3 entreprises complètement blindées, les propriétés à Mexico et à Madrid protégées par des structures qui les rendaient intouchables en cas de séparation. Le portefeuille d'investissement organisé de telle manière que toute réclamation future serait légalement et techniquement impossible. Célestina avait fait son travail avec la même froideur chirurgicale qui la caractérise toujours. Quand elle a fini de tout m'expliquer, elle m'a regardé et a demandé « Combien en sait-elle » J'ai répondu « Rien ». Célestina a hoché lentement la tête avec cette expression bien à elle qui n'est pas exactement un sourire, mais qui y ressemble. Et puis elle a dit quelque chose qui a résonné en moi pendant des jours. Alors, elle a beaucoup à apprendre. J'ai quitté ce bureau avec un sentiment que je n'avais pas eu depuis des semaines.
Un sentiment d'ordre, de contrôle. Pas le contrôle nerveux de quelqu'un qui a peur de perdre quelque chose, mais le contrôle serein de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il a et exactement comment s'est protégé. C'était une énorme différence. Et j'ai réalisé que ce sentiment, ce calme spécifique, c'était précisément ce que Laetitia n'avait jamais été capable de voir en moi parce qu'elle n'avait jamais voulu regarder au-delà de ce que je montrais. Cette semaine-là, Laetitia a proposé que nous nous rencontrions tous les quatre, elle, moi, son avocat et le mien, pour une première réunion afin d'aligner les attentes et d'établir le cadre de l'accord. Elle me l'a dit avec son efficacité habituelle, comme quelqu'un qui organise une réunion de travail. Je lui ai dit que c'était parfait, que j'allais confirmer la disponibilité de Célestina. Quand j'ai mentionné le prénom, Laetitia a légèrement froncé les sourcils. Célestina qui, a-t-elle demandé? Je lui ai donné son nom de famille. Je l'ai vu le chercher mentalement, voir que cela ne lui disait rien, et que ce manque de reconnaissance la rassurait. Elle a présumé une fois de plus que mes ressources seraient proportionnelles à l'image qu'elle avait de moi. Elle a présumé que Célestina serait une avocate décente, mais sans grand poids. Elle a présumé à tort. Célestina a 23 ans d'expérience, une réputation dans le domaine juridique que très peu peuvent égaler, et une capacité à structurer des accords patrimoniaux qui la placent dans une catégorie complètement différente de celle du cabinet que Laetitia avait engagé. Mais je n'ai rien dit de tout cela. J'ai simplement confirmé la réunion. Pendant que tout cela progressait sur le plan juridique, je digérais toujours ce que Teodoro m'avait dit à propos de Martha. Je n'arrêtais pas de repenser à cette conversation, à ces mots, à l'image de Laetitia parlant à son ami de ses soupçons, de sa stratégie, de la façon dont le contrat de mariage était en fait un instrument d'investigation. Et au milieu de toute cette réflexion, une question a surgi que je ne pouvais ignorer. Une question qui me mettait plus mal à l'aise que la trahison elle-même parce qu'elle touchait à quelque chose de plus profond, de plus personnel, de plus difficile à résoudre par la stratégie et les documents juridiques. Quand cela avait-il cessé d'être une relation pour devenir une opération? Je n'arrivais pas à identifier le moment exact. Il n'y avait pas de date, pas d'événement clair et unique qui marquait la transition. C'était plus une accumulation, une série de petites décisions, de gestes calculés, de mots choisis avec trop de soin pour être spontanés. C'était le regard de ce dîner avec ses amis. C'était l'intervention rapide quand Martha m'avait interrogé sur mes projets. C'était le commentaire du dimanche dans le parc sur l'ambition. C'était la conversation téléphonique que j'avais surprise par hasard dans sa cuisine. Il y avait trop de choses ensemble pour continuer à appeler ça des malentendus. Et pourtant, au milieu de tout ça, il y avait quelque chose que j'avais du mal à ignorer, quelque chose qui ne cadrait pas avec l'image froide et calculatrice que les preuves construisaient autour de Laetitia, parce que je me souvenais aussi d'autre chose. Je me souvenais d'une nuit où j'avais un très gros mal de tête et où elle était restée éveillée tard pour me tenir compagnie sans que je le demande. Je me souviens de la fois où j'ai eu un problème compliqué avec l'un de mes clients en consultation et où elle, sans connaître les détails, m'avait écouté pendant 1 heure avec une attention qui semblait sincère. Je me souvenais de petits moments de tendresse réelle, d'humour partagé, de cette complicité spécifique qui ne peut être complètement fabriquée. Et cette contradiction, cet espace entre la femme qui m'avait silencieusement humilié pendant des mois et la femme qui avait aussi été capable de moments authentiques, c'est ce qui me pesait le plus, parce que cela signifiait que la situation n'était pas simple. Ce n'était pas l'histoire propre du méchant et du héros. C'était plus compliqué, plus humain, plus douloureux, précisément parce que tout n'avait pas été faux. Mais il était également vrai qu'aucun de ces moments authentiques ne changeait ce que j'avais découvert. Aucune nuit de tendresse n'effaçait la conversation que j'avais entendue dans sa cuisine. Aucun geste d'attention n'annulait l'information que Teodoro m'avait apportée. Et par-dessus tout, rien de tout cela ne changeait le fait que lorsque Laetitia m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit qu'elle ne voulait pas risquer ce qu'elle avait construit pour quelqu'un sans ambition, elle l'avait admis sans hésitation, sans une once de gêne. Avec le naturel de quelqu'un qui exprime une conviction qu'il a gardée sous silence pendant longtemps. Ce n'est pas inventé, c'est révélé. Il y a eu un après-midi, je crois que c'était un jeudi, où j'ai retrouvé Teodoro pour un café. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui me connaissait vraiment, qui savait qui j'étais sans que j'aie à expliquer quoi que ce soit. Nous nous sommes assis sur une petite terrasse près de son bureau. Nous avons commandé 2 cafés noirs et sommes restés silencieux un moment avant que l'un de nous ne parle. Teodoro a cette rare qualité de ne pas combler les silences avec des mots inutiles. Il attend, et quand il parle, il dit quelque chose qui vaut la peine d'être écouté. Il a dit, « Hugo, que veux-tu qu'il se passe avec tout ça ?
Je lui ai dit que je ne savais pas exactement. Qu'il y avait une part de moi qui voulait encore trouver une explication qui rendrait le tout moins sombre qu'il n'y paraissait. Qu'il y avait une autre part qui avait déjà accepté la réalité et qui attendait juste le bon moment pour que tout se résolve de la bonne manière. Teodoro m'a écouté, a hoché la tête, puis a dit quelque chose qui, sans qu'il le sache, était exactement ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Papa disait toujours que les gens qui te sous-estiment te rendent service. Ils te disent exactement ce qu'ils pensent et exactement ce qu'ils attendent de toi. Et c'est de l'information. Et l'information bien utilisée vaut toujours plus que n'importe quelle réaction. J'ai gardé ces mots avec moi. Je les ai portés avec moi pendant les jours suivants. Je les répétais mentalement dans les moments où la situation me semblait plus lourde, plus compliquée, plus chargée de ce mélange spécifique de douleur et de clarté qui n'a pas de nom, mais que quiconque a été trahi par quelqu'un qu'il a aimé reconnaît immédiatement. Parce que oui, je vais le dire honnêtement, même si c'est difficile pour moi. J'avais aimé Laetitia, ou du moins j'avais aimé la version d'elle que je pensais connaître. Et perdre ça, découvrir qu'une partie importante de ce que je croyais réel avait un but que je n'avais pas vu. Ça faisait mal d'une manière qu'aucune fortune, aucun accord juridique, aucune victoire stratégique ne pouvait simplement effacer. La douleur était réelle. La perte était réelle, et les niais auraient été malhonnêtes, même envers moi-même. Mais autre chose était aussi réelle. Quelque chose que j'en suis venu à comprendre avec plus de clarté chaque jour qui passait, à savoir que la dignité n'est pas négociable. Qu'il y a certaines façons d'être traité qu'aucun sentiment ne peut justifier. Que l'amour, le véritable amour, ne catégorise pas les gens en fonction de leurs actifs visibles. Et qu'il n'utilise pas non plus les instruments juridiques du mariage comme outil d'investigation dissimulé. Et que moi, qui avais appris dès mon plus jeune âge à protéger ce qui était mien par le silence et la patience, je n'allais pas abandonner ce principe maintenant. Ni pour elle, ni pour personne. La réunion avec les avocats était programmée pour le lundi suivant. 4 jours à attendre. 4 jours durant lesquels Laetitia continuait d'être Laetitia, avec ses messages, avec ses projets pour le week-end, avec cette normalité qui ressemblait déjà à une performance. Bien que pour elle, c'était probablement tout à fait sincère. Et moi, je continuais d'être moi, calme, présent, ne révélant rien. Attendant le moment où tout ce qui bougeait sous la surface viendrait enfin à la lumière. Il restait 4 jours, et je savais déjà exactement comment cela allait se terminer. Le lundi est arrivé avec une ponctualité que je trouvais presque ironique, comme si le calendrier savait aussi que ce jour comptait. Je me suis réveillé tôt avant que l'alarme ne sonne, avec ce genre de lucidité qui apparaît parfois dans les moments importants, comme si le corps savait avant l'esprit que quelque chose était sur le point de changer. Je me suis préparé calmement. J'ai pris mon petit déjeuner seul en silence, avec le café que je prends toujours le matin et le bruit de la ville qui s'éveillait derrière ma fenêtre. Je me suis bien habillé, mais sans exagération. Un costume sombre et discret, le genre qui n'attire pas l'attention, mais qui ne passe pas non plus inaperçu pour ceux qui savent regarder. Je me suis regardé dans le miroir un instant avant de partir. Et ce que j'ai vu, ce n'était pas un homme nerveux ou un homme en colère. J'ai vu quelqu'un qui avait bien dormi, qui savait exactement ce qu'il avait, et qui était complètement prêt pour ce qui s'en venait. La réunion était prévue à 11 h du matin dans les bureaux du cabinet d'avocats de Laetitia. Ce détail n'était pas accidentel. Elle avait proposé son territoire, son espace, l'endroit où ses avocats se sentiraient le plus à l'aise, le plus maître de la situation, le plus confiant dans la dynamique qu'ils s'attendaient à trouver. J'avais accepté sans objection parce que j'avais appris il y a longtemps que le territoire physique importait beaucoup moins que le territoire de l'information. Et sur ce terrain, j'arrivais avec un avantage qu'ils ne pouvaient toujours pas imaginer. Célestina m'attendait déjà à l'entrée du bâtiment quand je suis arrivé, impeccable comme toujours, avec un dossier sous le bras et cette expression de calme absolu que j'avais appris à lire au fil des ans. C'était l'expression de quelqu'un qui a revu les documents 3 fois, qui n'a aucun doute sur ce qu'elle va présenter et qui s'ennuie légèrement d'avance parce qu'elle sait déjà comment tout cela va se terminer. Elle m'a salué avec une brève fermeté et a dit à voix basse alors que nous marchions vers l'ascenseur, « Tout est en ordre. Laisse-les parler en premier. N'interromps pas. Quand le moment sera venu, je te le ferai savoir. » J'ai hoché la tête. Je n'avais pas besoin de plus d'instructions que cela. Laetitia était déjà en haut. Quand nous sommes arrivés dans la salle de réunion, elle était assise à côté de 2 hommes en costume, ses avocats, avec un dossier ouvert devant elle et une tasse de café sur le côté.
Elle m'a souri quand je suis entré. Un sourire chaleureux, sincère en apparence, du genre qui, dans un autre contexte, m'aurait semblé simplement beau. Ce jour-là, il me paraissait compliqué. Pas faux exactement, mais construit sur des fondations qui n'étaient plus solides. Je lui ai rendu son sourire. Je me suis assis en face d'elle. Célestina s'est assise à côté de moi et la réunion a commencé. L'avocat principal de Laetitia, un homme d'environ 50 ans avec le genre de confiance qui vient de l'habitude de gagner, a pris la parole en premier. Il a parlé pendant plusieurs minutes de l'objectif de l'accord, de l'importance de protéger les actifs de chaque partie, des principes généraux qui guideraient la rédaction du document. Tout était très professionnel, très ordonné, très conçu pour établir dès le premier instant qu'il maîtrisait la conversation. J'ai écouté attentivement. Célestina aussi. Sans interrompre, sans gesticuler, sans donner le moindre signe de ce qui allait se passer, est venue la partie qu'on attendait. L'avocat de Laetitia a déclaré que, dans le cadre du processus standard d'élaboration de l'accord, les deux parties devaient présenter une déclaration complète de leurs actifs, propriétés, investissements, parts d'entreprise, tout. C'était, a-t-il dit, une exigence pour que l'accord ait une validité légale et pour que les deux parties puissent négocier à partir d'une position d'information complète. Laetitia a hoché la tête naturellement. J'ai hoché la tête aussi, et à ce moment-là, Célestina a ouvert son dossier et a placé un document de 23 pages sur la table. L'avocat de Laetitia l'a regardé, puis a regardé Célestina, puis moi, et a pris le document. Ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi est quelque chose dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Non pas parce que c'était dramatique. Non pas parce qu'il y a eu des cris ou des accusations ou des scènes de film, mais précisément pour la raison inverse. À cause du silence. À cause de la façon dont le silence a changé de texture alors que cet homme lisait page après page le document que Célestina avait préparé. Il a commencé à lire avec la posture détendue de quelqu'un qui s'attend à confirmer ce qu'il sait déjà. À la 3e page, quelque chose dans sa posture a changé. À la 7e, il a fait une pause, et est revenu à une page précédente, a relu. À la 10e, il a échangé un bref regard avec son collègue, et au moment où il a atteint le résumé final. À la page 23, il y avait dans cette pièce une immobilité qui pesait comme quelque chose de physique. Laetitia, qui avait regardé tour à tour ses avocats et moi avec son assurance habituelle, a commencé à remarquer le changement dans l'atmosphère. J'ai vu le moment exact où elle a cessé de comprendre ce qui se passait. Ses yeux sont passés de son avocat au dossier, du dossier à Célestina. De Célestina à moi, et sur son visage, pour la première fois depuis que je la connaissais, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la surprise exactement. C'était une sorte de désorientation profonde. Comme lorsque le sol que vous pensiez totalement solide émet un son qu'il ne devrait pas émettre. Son avocat principal a posé le document sur la table avec une délicatesse qui contrastait avec la rigidité de sa mâchoire. Il m'a regardé et a demandé avec une voix qui avait complètement perdu le ton d'autorité qu'elle avait 20 minutes plus tôt. Ces chiffres sont-ils vérifiables ? Célestina a répondu avant que je puisse ouvrir la bouche. Chaque chiffre a ses pièces justificatives en annexe. Les actes de propriété, les registres d'actions, les relevés bancaires et les certificats d'investissement sont tous inclus à partir de la page 14. L'avocat a hoché la tête lentement, puis a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il s'est excusé, a pris le document, a dit quelque chose à voix basse à son collègue, et tous deux ont quitté la pièce. Il ne restait que Laetitia, Célestina et moi. Laetitia m'a regardé pendant un moment qui m'a semblé beaucoup plus long qu'il ne l'était en réalité, puis elle m'a demandé avec une voix que je n'avais jamais entendue venant d'elle, une voix plus petite, plus dépourvue de cette assurance qui l'enveloppait toujours comme une seconde peau. « Hugo, pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» J'ai pris une seconde avant de répondre, non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je voulais le dire correctement. Je voulais que chaque mot soit exact. Je l'ai regardé calmement et j'ai dit, parce que tu n'as jamais demandé, Laetitia. Tu n'as jamais été intéressée à savoir qui j'étais vraiment. Tu étais seulement intéressée par ce que tu pouvais voir. Elle n'a pas répondu. Elle a baissé les yeux vers la table. Et dans ce geste, dans cette petite reddition silencieuse, toute l'histoire des 2 dernières années était contenue. Les avocats de Laetitia sont revenus après quelques minutes. Le principal s'est assis, a placé le document devant lui avec une précision presque cérémoniale,
et a dit qu'ils avaient besoin de temps pour revoir les informations en détail avant de poursuivre toute négociation, que la réunion devait être reportée. Qu'il prendrait contact avec Célestina pour coordonner les prochaines étapes. Le tout dit avec la correction professionnelle de quelqu'un qui recompose sa position en temps réel. Célestina a dit que c'était parfait, que nous étions à leur disposition. Elle a rassemblé ses papiers, s'est levée. Moi aussi. Avant de partir, j'ai fait une pause un instant à côté de la chaise où j'étais assis. Je l'ai regardée une dernière fois. Elle avait toujours les yeux baissés, les mains sur la table, avec la posture de quelqu'un qui assimilait quelque chose qu'il ne s'attendait pas à assimiler ce jour-là. Je n'ai rien dit de plus. Il n'y en avait pas besoin. Tout avait déjà été dit, pas avec des mots. Avec 23 pages et le silence d'une pièce où le pouvoir avait changé de main sans que personne n'élève la voix. Je suis sorti dans le couloir. Célestina marchait à côté de moi. Nous sommes arrivés à l'ascenseur et avons attendu en silence. Quand les portes se sont fermées et que nous étions seuls, Célestina m'a jeté un coup d'œil et a dit avec cette sécheresse qui était sa version particulière de l'humour, « Je pense que la réunion s'est bien passée. » J'ai ri. Un vrai rire court, le genre qui sort tout seul quand la tension accumulée trouve enfin une issue. Et à ce moment-là, dans cet ascenseur qui descendait de l'étage où tout avait changé, j'ai ressenti quelque chose qu'il m'a fallu un instant pour identifier. Ce n'était pas exactement un triomphe. C'était quelque chose de plus calme, de plus définitif. C'était le poids de quelque chose qui se terminait. Mais ce n'était pas encore tout à fait fini. Parce que cet après-midi-là, 3 heures après avoir quitté ce bâtiment, j'ai reçu un appel, non pas de Laetitia, mais de son avocat. Et ce qu'il m'a dit dans cet appel n'était que le début de ce qui restait encore à résoudre. Il était 14h15 quand le téléphone a sonné. J'étais dans mon appartement, assis dans le fauteuil près de la fenêtre avec un café qui avait déjà refroidi et mon regard fixé sans but précis. J'étais rentré chez moi après la réunion avec ce genre de silence intérieur qui n'est pas du vide, mais bien au contraire. C'était le silence de quelqu'un qui a porté quelque chose de lourd pendant longtemps et qui l'a soudainement lâché. Pas complètement, mais assez pour respirer différemment. J'étais là, en train de tout digérer. Quand le téléphone a vibré sur la table, j'ai vu le numéro. Ce n'était pas celui de Laetitia. C'était un numéro que je n'avais pas enregistré, mais que j'ai immédiatement reconnu comme étant celui du cabinet de son avocat. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Pas pour faire du drame, mais parce que pendant cette seconde supplémentaire, je me suis calmé, je me suis assis droit, et je me suis assuré d'être pleinement présent quand je répondrais. « Bonjour », ai-je dit. La voix à l'autre bout du fil était celle de l'avocat principal, le même qui avait dirigé la réunion ce matin-là avec tant d'assurance et qui parlait maintenant avec un ton complètement différent, plus prudent, plus mesuré. Avec cette courtoisie spécifique que les avocats utilisent lorsqu'ils recalibrent leur position et ne veulent pas trop en montrer. Il m'a dit qu'il était désolé d'interrompre, qu'ils avaient examiné la documentation que Célestina avait présentée lors de la réunion, et qu'il y avait quelques points qui nécessitaient des éclaircissements avant de pouvoir aller de l'avant. Je lui ai dit avec plaisir que je l'écoutais, et ce qui a suivi a été une conversation qui a duré près de 40 minutes et qui m'a confirmé avec une précision qui ne me surprenait plus, mais qui m'affectait quand même, à quel point Laetitia avait sous-estimé la situation dans laquelle elle s'était mise. L'avocat a commencé par des questions techniques sur la structure des actions des entreprises, sur les dates d'acquisition des propriétés, sur l'origine spécifique de certains instruments d'investissement, toutes formulées avec un langage professionnel neutre du domaine juridique. Mais avec une direction très claire. Il cherchait des failles. Il cherchait un point faible dans la documentation, une incohérence, un détail qui pourrait leur donner un angle sous lequel négocier une position plus favorable pour leur cliente. Je l'ai compris dès la première question et j'ai répondu à chacune avec le même calme que Célestina m'avait préparé à avoir, avec précision, avec concision, sans ajouter d'informations inutiles, sans laisser d'espace ouvert vers la fin de l'appel. Après que toutes les questions techniques ont été répondues et que le silence à l'autre bout soit devenu plus dense, l'avocat a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il a dit avec une délicatesse qu'il avait clairement du mal à maintenir, « Monsieur Hugo, ma cliente aimerait savoir si vous seriez prêt à lui parler personnellement, en dehors du cadre juridique. » Je suis resté silencieux un instant, non pas parce que je doutais de ma réponse, mais parce que je voulais que ce silence dise quelque chose avant que mes mots ne le fassent. Puis je lui ai dit que j'y réfléchirais, que je lui ferais connaître ma décision par l'intermédiaire de Célestina, et j'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table, je me suis levé,
je suis allé dans la cuisine, j'ai réchauffé le café, et je suis resté près de la fenêtre, regardant dehors pendant un long moment, pensant à cette demande, pensant à ce qu'elle signifiait. Laetitia voulait parler. Laetitia, qui 2 ans plus tôt était entrée dans ma vie avec cette confiance qui remplissait n'importe quelle pièce. Laetitia qui m'avait présenté à ses amis avec une neutralité calculée. Laetitia qui m'avait dit sans sourciller qu'elle ne voulait pas risquer ce qu'elle avait construit pour quelqu'un sans ambition. Cette même femme voulait maintenant parler et je devais décider si j'allais lui accorder cet espace. Ce que j'ai fait cet après-midi-là, c'est appeler Teodoro, non pas pour lui demander conseil exactement, mais parce que j'avais besoin de le dire à voix haute pour le comprendre pleinement moi-même. Je lui ai parlé de l'appel. Je lui ai parlé de la demande. Teodoro a écouté sans interrompre, comme toujours. Et quand j'ai fini, il a demandé, « Que veux-tu faire ?» Je lui ai dit que je n'étais pas sûr. Qu'il y avait une part de moi qui voulait cette conversation, non pas pour me réconcilier, non pas pour rouvrir quoi que ce soit, mais pour fermer quelque chose qui me semblait encore ouvert. Et il y avait une autre part qui savait que certaines conversations ne ferment rien. Que parfois ce qui ressemble à une clôture est en fait une autre ouverture vers quelque chose qui ne vaut plus la peine d'être exploré. Teodoro est resté silencieux un instant, puis a dit, « Hugo. Tu as déjà ta clôture. Elle est dans ces 23 pages. Elle est sur le visage de cet avocat quand il est arrivé à la page 10. Elle est dans le silence de Laetitia quand tu lui as dit qu'elle n'avait jamais demandé qui tu étais. Tu as déjà ta clôture. La question est de savoir si tu veux lui donner la sienne aussi. » Je suis resté avec cette idée, avec cette distinction entre ma clôture et la sienne. Et j'ai compris quelque chose que j'essayais de formuler depuis le matin sans trouver les mots exacts, que je ne devais rien à Laetitia. Que je ne lui devais pas d'explication ou de conversation ou l'opportunité de recadrer ce qu'elle avait fait avec le langage plus bienveillant d'une conversation directe. Je ne lui devais rien. Mais j'ai aussi compris que refuser n'était pas de la froideur ou du pouvoir. C'était simplement un choix. Et les choix, lorsqu'ils sont libres, méritent d'être examinés honnêtement. J'ai décidé que je lui parlerais une fois, sans avocat, sans document sur la table, juste nous deux, comme nous l'avions été au début avant que tout ne devienne compliqué. Je lui ai envoyé un message ce soir-là, un court message, pour lui dire que nous pouvions nous voir mercredi après-midi au café où nous avions pris notre premier café ensemble 2 ans auparavant. Un endroit neutre, un endroit que nous connaissions tous les deux, un endroit qui contenait assez de souvenirs pour que la conversation soit honnête. Elle a répondu en moins de 5 minutes. Elle a juste dit, « Je serai là. » Le mercredi est arrivé avec une fine bruine qui recouvrait la ville comme un voile gris. Je suis arrivé au café avec 10 minutes d'avance. J'ai commandé un café noir. Je me suis assis à la même table où nous nous étions assis la première fois, près de la fenêtre sur le côté droit avec vue sur la rue. Je me souviens de ce premier café avec une clarté qui me surprend. Je me souvenais comment elle était arrivée, ponctuelle, avec cette énergie qui me semblait alors magnétique. Je me souvenais de la façon dont nous avions parlé pendant près de 2 heures de tout et de rien, avec cette fluidité qu'ont les conversations quand 2 personnes ne savent encore rien l'une de l'autre. Et c'est précisément ce qui les rend intéressantes. Je me souvenais qu'à la fin de cet après-midi, j'avais pensé que Laetitia était quelqu'un d'extraordinaire. Et je me souvenais aussi que cette impression avait été réelle. Bien qu'incomplète, bien que construite sur une surface qui n'était pas aussi solide qu'il n'y paraissait. Elle est arrivée à l'heure. Elle avait toujours été ponctuelle. Elle s'est assise en face de moi, a commandé un thé, et pendant un instant, nous nous sommes regardés en silence avec ce malaise spécifique des personnes qui se connaissent trop bien pour prétendre que tout va bien, et trop peu pour savoir exactement quoi dire quand tout a changé. C'est elle qui a parlé la première. Elle m'a dit qu'elle était désolée, non pas avec sa voix assurée habituelle, mais avec une voix plus calme, plus dépouillée de cette armure qui la protégeait d'ordinaire. Elle m'a dit qu'elle avait fait une énorme erreur en présumant des choses sur moi sans demander. Qu'elle avait laissé ses peurs, son besoin de contrôle, sa façon de voir le monde en termes de ce qui peut être mesuré et prouvé, obscurcir quelque chose qui, au fond, avait été réel. Elle m'a dit que le contrat de mariage, à l'origine, était né d'une peur véritable de perdre ce qu'elle avait construit, mais qu'avec le temps, et sous l'influence de certaines conversations avec des personnes qui ne lui avaient pas donné les meilleurs conseils, la peur s'était transformée en quelque chose de plus sombre, en quelque chose de plus calculé, et qu'elle n'en était pas fière. J'ai écouté sans l'interrompre, sans geste pour l'encourager ni geste pour la couper. J'ai écouté comme j'écoutais tout,
avec cette attention complète que les gens confondent parfois avec de la froideur, mais qui est en fait du respect. Et quand elle a terminé, quand le silence s'est de nouveau installé entre nous, je lui ai dit quelque chose que je pensais depuis le matin de la réunion. Je lui ai dit que je l'avais entendu, que je comprenais qu'une partie de ce qu'elle disait était vrai. Que je ne doutais pas que quelque part dans tout ça, il y avait eu quelque chose d'authentique entre nous. Mais qu'il était également vrai que ce qu'elle avait dit ce soir-là sur le canapé, cette histoire de quelqu'un sans ambition, n'avait pas été un lapsus. C'était une conviction. Et les convictions ne se défont pas avec des excuses, aussi sincères soient-elles. Je lui ai dit que ce qui m'avait blessé n'était pas le contrat de mariage lui-même, mais l'image que cet accord révélait, l'image qu'elle avait de moi, et que cette image, au-delà des documents, des avocats et des chiffres, était ce qui rendait impossible de continuer à construire quelque chose ensemble. Laetitia a hoché la tête, les yeux brillants, mais sans pleurer, avec cette dignité bien à elle que même à ce moment-là, même avec tout ce qui s'était passé, je ne pouvais m'empêcher de reconnaître. Et elle a dit, cela aurait pu être différent si j'avais demandé. Je lui ai répondu honnêtement, probablement pas, car le problème n'était pas ce que tu ignorais de moi. Le problème était ce que tu avais déjà décidé à mon sujet avant de savoir quoi que ce soit. Nous nous sommes dit au revoir à la porte du café, sous la bruine qui tombait encore avec la même douceur qu'au début. Sans une étreinte, sans promesse, sans le genre de fin dramatique que ces histoires semblent parfois exiger. Juste deux personnes qui s'étaient rencontrées, qui avaient partagé quelque chose de réel, bien qu'imparfait, et qui s'éloignaient dans des directions différentes avec la clarté inconfortable mais nécessaire de savoir exactement pourquoi. Je suis rentré à pied à mon appartement, les mains dans les poches et la bruine sur le visage, et j'ai pensé qu'il y avait quelque chose d'étrangement honnête dans cette fin. Quelque chose qui, à sa façon, avait plus de dignité que n'importe quelle victoire bruyante, car je n'avais pas gagné en écrasant qui que ce soit. J'avais gagné en étant simplement celui que j'avais toujours été. Et cela, je l'ai découvert sur le chemin du retour, était suffisant. Ça avait toujours été suffisant. Mais les conséquences de tout ce qui s'était passé n'avaient pas encore été pleinement mesurées. Parce que pendant que je marchais sous la bruine avec ce sentiment de clôture tranquille, dans une autre partie de la ville, certaines conversations avaient lieu. Certaines vérités parvenaient à des oreilles qui ne les connaissaient pas encore, et le monde entourant Laetitia était sur le point de se réorganiser d'une manière qu'aucun de nous n'avait complètement anticipée. Les nouvelles voyagent vite dans les petits cercles. Et le cercle de Laetitia, bien qu'il se présentât comme le vaste et sophistiqué monde des affaires et des relations professionnelles, était en réalité un petit cercle du genre où tout le monde sait quelque chose sur tout le monde. Où les conversations d'un dîner du jeudi réapparaissent, reformulées, au petit déjeuner du lundi. Où la réputation se construit et se détruit à la même vitesse à laquelle le café est servi. Je le savais. Je l'avais toujours su. Et c'est précisément pour cette raison que je n'avais jamais fait partie intégrante de ce cercle. Je n'avais jamais rien donné que ce circuit puisse traiter, reformuler, ou renvoyer transformer en quelque chose que je ne reconnaissais plus. C'est Teodoro qui m'a progressivement raconté, avec sa discrétion caractéristique, comment les choses évoluaient dans les jours suivant la réunion et le café. Non pas parce qu'il cherchait activement des informations, mais parce que Teodoro, contrairement à moi, évoluait dans certains espaces sociaux où ces choses venaient à lui d'elles-mêmes, sans avoir besoin d'être cherchées. Il m'a appelé un vendredi soir pendant que j'étais chez moi en train de lire et m'a dit que lors d'une réunion de travail ce jour-là, il était tombé sur une connaissance commune, quelqu'un qui évoluait dans le même secteur que Laetitia. Et que cette connaissance lui avait demandé directement si ce qu'on disait était vrai. Teodoro lui avait dit qu'il n'avait aucune information à ce sujet. Mais la question en elle-même était déjà une réponse. C'était déjà la confirmation que quelque chose circulait. Ce qui circulait, comme j'ai fini par le comprendre les jours suivants par diverses sources, était une version des faits qui avait fuité du cabinet d'avocats de Laetitia vers certaines personnes de son cercle. Pas tous les détails, pas les chiffres exacts, mais l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire que Laetitia avait proposé un contrat de mariage pour se protéger d'un homme qu'elle considérait comme sans ressources, et que cet homme s'était avéré avoir un patrimoine net 15 fois supérieur au sien. C'était suffisant. Dans un cercle où les apparences sont tout, où la hiérarchie se mesure en actif visible et en position de pouvoir, cette histoire était de la dynamite. Et la dynamite, une fois allumée, ne demande pas où elle va. Ce qui m'est parvenu plus tard indirectement, mais de manière assez claire, c'est que la position de Laetitia dans son propre cercle avait changé. Pas de manière catastrophique ou immédiate. Ces choses n'arrivent jamais comme ça.
Elles arrivent progressivement, presque imperceptiblement, comme la marée. Quand elles se retirent. Lors d'une réunion, quelqu'un fait une blague qui est trop piquante pour être innocente. À une autre occasion, une personne qui l'avait toujours traitée avec déférence commence à s'adresser à elle avec une neutralité nouvelle. À une autre encore, quelqu'un qui voulait faire affaire avec elle reporte une réunion prévue depuis des semaines sans donner d'explication particulièrement convaincante. Ce sont de petites choses. Ce sont des choses que n'importe qui pourrait interpréter comme une coïncidence. Mais quand elles s'accumulent, quand elles apparaissent toutes ensemble dans la même période, elles cessent d'être des coïncidences et deviennent un schéma. Je n'ai activement cherché aucun de ces résultats. Je veux être clair là-dessus. Je n'ai passé aucun appel pour diffuser des informations. Je n'ai parlé à personne dans son cercle. Je n'ai pas demandé à Théodoro de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce qui s'est passé tout seul, avec l'inertie naturelle des situations où la vérité remonte finalement à la surface après avoir été contenue trop longtemps. Quand une histoire a les éléments que celle-ci avait, quand il y a une humiliation révélée et une sous-estimation démentie par les faits, le récit avance de lui-même. Il n'a pas besoin d'être poussé, il a juste besoin d'espace. Martha a été la première à me contacter directement. Elle m'a envoyé un message un mardi matin, bref, mais chargé d'un sous-entendu impossible à ignorer. Elle m'a dit qu'elle voulait me parler, qu'elle avait des choses à me dire sur la situation, qu'elle pensait que je méritais de savoir certaines choses sur lesquelles elle s'était tue pendant trop longtemps. Je lui ai répondu cordialement, mais sans me précipiter. Je lui ai dit que nous pouvions parler, qu'elle me fasse signe quand elle aurait le temps, non pas parce que j'avais besoin de ce que Martha pouvait me dire. À ce stade, j'avais déjà toutes les informations dont j'avais besoin. Mais parce qu'il y a quelque chose d'important dans le fait d'écouter les personnes qui décident, même s'il est tard, de dire la vérité. Il y a quelque chose qui leur appartient dans cet acte. Et le leur refuser sans raison valable ne dit rien de bon sur celui qui le refuse. Nous nous sommes rencontrés ce jeudi-là dans un restaurant calme. Une table au fond. Pas de précipitation. Martha est arrivée avec son énergie habituelle, directe, sans tourner autour du pot, mais avec quelque chose de plus doux en dessous, quelque chose d'inhabituel chez elle, et qui pour cette raison même était plus significatif. Elle m'a dit qu'elle avait été celle qui, à un moment donné du processus, avait suggéré à Laetitia que le contrat de mariage pourrait être un moyen de clarifier leur situation financière. Qu'elle ne l'avait pas dit avec de mauvaises intentions, qu'elle l'avait dit comme ce qui, dans son esprit, était un conseil pratique entre amis, mais qu'avec le temps, voyant comment Laetitia avait utilisé cette idée, elle avait réalisé qu'elle avait contribué à quelque chose qui n'était pas juste. Elle m'a dit qu'elle était désolée, sans effusion ni exagération. Elle l'a dit avec la simplicité de quelqu'un qui a digéré quelque chose, qui a tiré une conclusion inconfortable sur son propre rôle dans une situation et décide de le dire à voix haute, même si cela ne change rien sur le plan pratique. Je lui ai dit que je l'appréciais, que je comprenais que les intentions et les résultats n'allaient pas toujours de pair, que je ne la tenais pas responsable des décisions que Laetitia avait prises de manière autonome. Et que la seule raison pour laquelle cette histoire s'était terminée ainsi n'était pas la malveillance de qui que ce soit en particulier. Mais quelque chose de plus simple et de plus difficile à résoudre en même temps, l'incapacité de Laetitia à voir les gens au-delà de ce qu'ils montraient. Martha m'a écouté, a hoché lentement la tête, et m'a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Elle t'aimait, Hugo, à sa façon, avec tous ses défauts, ses peurs et ses calculs. Elle t'aimait. Elle ne savait juste pas comment aimer sans contrôler. J'ai gardé ces mots avec moi, non pas pour m'y accrocher, mais parce qu'ils contenaient une certaine vérité qui méritait d'être reconnue, même si elle ne changeait rien. Sur le plan juridique, les choses se sont résolues avec une rapidité qui, selon Célestina, était inhabituelle mais pas surprenante. Vu les circonstances, les avocats de Laetitia, une fois qu'ils ont eu la documentation complète de mes actifs, ont compris que la position de leur cliente était fondamentalement différente de ce qu'ils avaient initialement supposé. Le contrat de mariage, qui avait été conçu à l'origine comme un instrument de protection pour elle et d'investigation dissimulée sur moi, est devenu quelque chose qui n'avait plus le même objectif ni la même utilité. Parce que pour qu'un contrat de mariage fonctionne comme un outil de pouvoir, la personne qui le propose doit être en position de plus grande force financière. Et cette position, dans ce cas, n'avait jamais été celle de Laetitia, bien qu'elle l'ait cru. La procédure a été formellement close 3 semaines après cette réunion, sans drame, sans litige, sans les scènes que ces situations génèrent parfois lorsque les personnes impliquées n'ont pas la maturité nécessaire pour les gérer autrement.
Célestina m'a appelé pour confirmer que tout était résolu, avec une concision qui était sa manière bien à elle de dire que cela avait été exactement aussi propre qu'elle l'avait prévu. Je l'ai remerciée. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de quoi, que c'était pour ça qu'elle était là. Et avant de raccrocher, elle a ajouté quelque chose qui m'a fait sourire. La prochaine fois, Hugo, il vaudrait peut-être la peine de choisir quelqu'un qui demande avant de présumer. Je n'ai pas répondu, mais j'ai ri. Et ce rire était aussi une forme de clôture. Ce qui est resté une fois tout résolu n'était pas de l'euphorie, pas ce sentiment de victoire bruyante que les films associent à ces moments. C'était quelque chose qui ressemblait plus à de l'ordre. Le sentiment quand une pièce qui a été en désordre pendant longtemps retrouve enfin chaque chose à sa place. Pas parfaite, pas sans trace de ce qui s'était passé, mais ordonnée, habitable, avec suffisamment d'espace pour avancer. J'ai repris ma vie avec la même discrétion avec laquelle je l'avais toujours vécue. Mes réunions de travail, mes conversations avec Teodoro, mes matinées café seul près de la fenêtre. Le monde a continué de tourner avec la confortable indifférence qu'il a pour les histoires personnelles, peu importe à quel point elles pesaient de l'intérieur. Et moi, j'étais toujours le même Hugo silencieux qui écoutait plus qu'il ne parlait, qui souriait au bon moment, qui s'habillait bien, mais sans ostentation. Rien n'avait changé en surface, mais quelque chose de fondamental avait changé à l'intérieur. Quelque chose qui avait à voir avec la certitude, avec la confirmation que la façon dont j'avais choisi de vivre, avec discrétion, avec patience, sans avoir besoin de personne pour valider ce que j'étais, avait toujours été la bonne voie, et que j'avais découvert que ça n'avait pas de prix. Bien que dans ce cas, le prix de l'apprentissage se soit avéré considérablement plus cher pour d'autres que pour moi. Plusieurs semaines ont passé après que tout ait été réglé. Des semaines qui, en surface, étaient complètement ordinaires et qui, à l'intérieur, avaient cette texture particulière des périodes de transition. Lorsqu'une étape s'est définitivement terminée, mais que la suivante n'a pas encore totalement pris forme. Je me lève tôt comme toujours, je travaille, je bois mon café, je me promène l'après-midi quand le temps le permet. Je parle à Teodoro 2 ou 3 fois par semaine. J'avais mes réunions avec les partenaires de l'entreprise, mes appels avec les gestionnaires d'investissement, mes conversations avec Célestina sur les ajustements mineurs à la structure des actifs qu'elle trouvait toujours utile de revoir périodiquement. C'était ma vie, la même vie que j'avais avant Laetitia et que j'ai continué d'avoir après elle. Discrète, ordonnée, construite avec patience sur de nombreuses années. La même vie qu'elle n'avait jamais pu voir parce qu'elle n'avait jamais voulu regarder. Mais dans ces semaines tranquilles, dans ces jours qui de l'extérieur semblaient simplement normaux, je digérais quelque chose qui ne se résout pas avec des documents juridiques ou des conversations de clôture dans des cafés sous la bruine. Je digérais ce que cela signifie d'être mal vu par quelqu'un à qui vous teniez. Non pas la trahison dans sa dimension stratégique, non pas le calcul froid du contrat de mariage comme outil d'investigation, mais quelque chose de plus simple et de plus profond que tout ça, l'expérience d'avoir été présent, d'avoir été sincère. D'avoir donné ce que j'avais à donner au sein de cette relation et que tout cela ait été évalué uniquement en fonction de ce qui pouvait être vu et mesuré de l'extérieur. C'est ce qui prend le plus de temps à digérer, non pas la trahison, mais la réduction, que quelqu'un vous regarde, ne voit que la surface, et décide que la surface est tout ce qu'il y a. Un après-midi, je révisais des documents à mon bureau quand j'ai trouvé, sans la chercher, une photo que Laetitia et moi avions prise lors d'un voyage que nous avions fait ensemble l'année précédente. Une ville côtière, un après-midi ensoleillé. Nous sourions tous les deux avec cette insouciance qu'ont les moments de vacances, quand tout le reste est en pause. C'était une belle photo. Nous étions deux personnes qui, à ce moment-là, semblaient être exactement là où elles voulaient être. Je les regardais un moment, plus longtemps qu'il n'était probablement nécessaire. Et ce que j'ai ressenti n'était pas de l'amertume. C'était plutôt la douce mélancolie de quelqu'un qui reconnaît que quelque chose a été réel, même si ce n'était pas suffisant. Que les bons moments avaient existé. Que tout n'avait pas été calcul, stratégie ou froide évaluation. Que parmi toutes les couches complexes de ce qu'avait été cette relation, il y avait aussi eu des moments authentiques qui méritent d'être rappelés pour ce qu'ils étaient, sans les nier ni les exagérer. J'ai rangé la photo. Je ne l'ai pas jetée. Je ne l'ai pas supprimée. Je l'ai mise dans un tiroir, dans cet endroit où vont les choses qui ne font plus partie du présent, mais qui ne méritent pas non plus d'être éliminées comme si elles n'avaient jamais existé. Et dans ce simple geste, dans cette petite décision, j'ai trouvé quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver. J'ai découvert que je pouvais contenir les deux choses en même temps. La douleur et la clarté,
la perte et la certitude, la reconnaissance de ce qui avait été réel et l'acceptation des raisons pour lesquelles cela ne pouvait pas continuer. Il n'y avait pas de contradiction là-dedans. C'était simplement la complexité des choses humaines qui sont rarement complètement une chose ou complètement une autre. C'est à ce stade que j'ai commencé à avoir avec moi-même une conversation que je repoussais depuis un moment. Une conversation sur les schémas, sur les raisons pour lesquelles j'avais choisi Laetitia, sur ce qu'il y avait en moi qui avait trouvé la dynamique d'être avec quelqu'un qui me sous-estimait attirante pendant si longtemps, parce que c'était une question que je ne pouvais pas ignorer. Laetitia n'avait pas été la première personne dans ma vie à présumer que j'étais moins que ce que j'étais. Il y avait eu d'autres exemples, moins dramatiques, moins documentés, mais présents dans mon histoire. Et la question honnête n'était pas de savoir pourquoi ils avaient présumé cela. La question honnête était de savoir pourquoi j'avais permis à cette dynamique de se répéter. Parce que ma façon de me protéger, ce silence stratégique que mon père m'avait appris et qui m'avait sincèrement servi dans les affaires, devenait aussi parfois une barrière qui empêchait les gens de me voir vraiment. Pourquoi la discrétion, qui était un choix légitime et conscient, finissait parfois aussi par être une invitation involontaire pour les autres à remplir l'espace vide avec leur propre présomption. Je n'avais pas de réponse simple. Il n'y en avait probablement pas. Mais me poser la question était déjà quelque chose. C'était la différence entre sortir de cette histoire en se sentant seulement justifié et en sortir en ayant appris quelque chose que je pourrais utiliser. Pas sur les autres, mais sur moi-même. Teodoro est venu me voir un samedi matin sans prévenir, comme il le fait parfois quand il sait que j'ai besoin de compagnie, même si je n'en ai pas fait la demande. Il a apporté des pâtisseries et du café d'une boulangerie que nous aimions tous les deux depuis des années, depuis l'époque où nous étions jeunes et n'avions rien. Et ce café était l'un des rares luxes que nous nous autorisions. Nous nous sommes assis dans la cuisine, comme quand nous étions enfants dans la maison de nos parents, et nous avons parlé pendant un moment de choses sans importance avant que la conversation ne dérive vers ce que nous savions tous les deux qu'elle finirait par atteindre. Teodoro m'a demandé comment j'allais, non pas avec la formalité de quelqu'un qui suit un protocole social, mais avec l'attention sincère de quelqu'un qui connaît chaque version de vous et veut savoir dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que j'allais bien. Que certains jours étaient plus lourds que d'autres, mais qu'en général, j'allais bien. Que j'avais trouvé une sorte de paix avec tout ce qui s'était passé. Que ce n'était pas de la résignation, mais quelque chose de plus actif. Quelque chose qui ressemblait plus à de la compréhension. Teodoro m'a écouté, a hoché la tête, puis m'a dit quelque chose qu'il voulait me dire depuis un moment. Et que ce samedi-là, avec les pâtisseries et le café, il s'est enfin décidé à dire. Il m'a dit que papa serait fier. Pas pour la façon dont j'avais géré la situation juridique. Pas pour les documents ni pour Célestina ni pour les 23 pages, mais pour la façon dont j'avais géré la douleur. Pour le fait qu'à aucun moment je n'avais perdu mon sang-froid. Pour le fait que j'avais été honnête dans cette conversation au café avec Laetitia. Que je lui avais dit la vérité sans cruauté, mais sans l'adoucir non plus. Pour le fait que j'en étais arrivé là, sans devenir quelqu'un de différent de qui j'étais. Il m'a dit que c'était la partie la plus difficile. Que les situations qui nous blessent ont cette manière de vouloir nous changer, de vouloir nous rendre plus durs, plus fermés, plus méfiants, et que résister à ça, rester entier sans devenir naïf, était la façon la plus réelle de gagner. J'ai eu une boule dans la gorge à laquelle je ne m'attendais pas. Je n'ai pas pleuré, mais j'en étais proche. Et à ce moment-là, assis dans ma cuisine avec mon frère et ce café qui avait la même odeur que toujours, j'ai compris quelque chose que je savais peut-être déjà, mais que j'avais besoin d'entendre à voix haute. Que l'histoire avec Laetitia n'avait pas été une erreur. Ça avait été une leçon coûteuse, comme le sont généralement les meilleures. Une leçon qui m'a coûté presque 2 ans, une dose considérable de silence stratégique, et un nombre non négligeable de nuits où je m'étais demandé si je faisais ce qu'il fallait. Mais une leçon qui valait ce qu'elle m'avait coûté, car elle m'avait appris des choses qu'aucun succès commercial, aucun chiffre dans aucun portefeuille d'investissement ne pourrait m'apprendre. Elle m'avait appris où étaient mes vraies limites. Elle m'avait appris la différence entre la patience qui construit et la patience qui évite simplement. Elle m'avait appris que le silence, lorsqu'il est bien utilisé, est un pouvoir, mais qu'il y a des moments où la seule façon d'être vraiment vu est de choisir de parler. Et elle m'avait appris par-dessus tout que la valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle montre. Elle réside dans ce qu'elle est quand personne ne regarde. Elle réside dans les décisions qu'elle prend quand personne ne la force à les prendre. Elle réside dans la façon dont elle traite ceux qui, selon elle, n'ont rien à lui apporter. C'est ce qui révèle quelqu'un.
Pas la montre, pas la voiture, pas le code postal. Mais ça, Laetitia ne l'a jamais compris. Et c'était là, finalement, sa plus grande perte, bien plus grande que n'importe quel chiffre sur un document juridique. Il y a une chose qu'on ne vous dit jamais sur les vraies fins. Les vraies fins ne ressemblent pas à celles des films. Il n'y a pas de musique qui monte au moment exact. Il n'y a pas de scène finale parfaitement éclairée où tout est dit d'un seul regard. Les vraies fins sont plus calmes, plus graduelles, elles ressemblent davantage à une lumière qui s'estompe lentement qu'à quelque chose qui explose. Et pourtant, elles ont quelque chose que les fins de films n'atteignent jamais complètement. Elles ont un poids réel. Elles ont la texture spécifique des choses qui se sont vraiment passées, qui ont vraiment causé quelque chose, qui ont laissé une marque qui n'est pas décorative, mais permanente. Et cette permanence, cette trace qui ne disparaît pas même quand ça cesse de faire mal, est ce qui les rend réelles d'une manière qu'aucune fiction ne peut complètement imiter. Plusieurs mois se sont écoulés depuis cette réunion, depuis ces 23 pages sur la table de la salle de conférence, et le silence qui a suivi depuis ce café sous la bruine, où Laetitia et moi nous sommes dit ce qu'il fallait dire et sommes partis chacun de notre côté sans drame ni promesse brisée. Ma vie, vue de l'extérieur, est pratiquement la même que toujours. Je me lève tôt. Je travaille avec le même dévouement discret que toujours. Je prends des décisions concernant mes entreprises, mes propriétés, mes investissements avec la même patience que celle apprise de mon père et que je pratique depuis que je suis assez jeune pour ne pas encore savoir à quel point j'allais en avoir besoin. Je parle fréquemment à Théodoro. Je prends mon café seul le matin près de la fenêtre. Je m'habille bien, mais sans ostentation. Rien en moi ne crie le pouvoir. Ça n'a jamais été le cas. Cela reste mon choix. Mais à l'intérieur, quelque chose est différent. Pas d'une manière qu'on peut pointer du doigt et nommer d'un seul mot. C'est plus subtil que ça. C'est une sorte de tassement, comme lorsqu'une structure qui a été sous pression pendant longtemps se stabilise enfin et trouve sa forme définitive. Pas plus rigide qu'avant. Pas plus dure. Simplement plus sûre d'elle-même. Plus au clair sur ce qu'elle est et sur ce qu'elle n'est plus jamais prête à faire. Laetitia a continué sa vie. Je le sais parce que les petits cercles ont cette particularité de tenir tout le monde informé de tout, même si personne ne le demande. Je sais que son entreprise tourne toujours. Je sais qu'elle a réorganisé certaines choses après ce qui s'est passé, non seulement sur le plan personnel, mais aussi professionnellement, comme si cette expérience avait remué quelque chose de plus vaste que notre simple relation. Je n'ai pas de détails au-delà de ça, et je n'en cherche pas. Non pas parce que je suis indifférent à ce qui lui arrive, mais parce que ce n'est plus ma place de savoir. Il y a une frontière qui s'établit quand deux personnes se disent ce qu'elles ont à se dire et se quittent. Respecter cette frontière fait partie de ce que signifie avoir véritablement clos quelque chose, et pas seulement en apparence. Reniflement Martha m'a écrit une fois de plus, des semaines après notre conversation au restaurant. Un court message, sans prétention. Elle m'a dit qu'elle espérait que j'allais bien, qu'elle avait beaucoup repensé à ce dont nous avions parlé, et que cela l'avait aidé à examiner sa propre façon de voir les gens, rien de plus. Je lui ai répondu avec la même brièveté. Je lui ai dit que j'appréciais son honnêteté, je lui ai souhaité le meilleur, et c'était tout. Certains chapitres se ferment avec peu de mots, et ces quelques mots sont exactement suffisants. Célestina m'a appelé il y a quelques semaines pour une révision de routine de mes structures patrimoniales. Pendant cet appel, à la fin, avec cette sécheresse bien à elle que j'ai appris à lire comme de l'affection, elle m'a demandé s'il y avait du nouveau dans ma vie personnelle qui nécessitait des ajustements aux documents. Je lui ai répondu que non, que tout était pareil. Elle a fait une courte pause puis a dit, bien. C'est plus facile de travailler comme ça. J'ai ri, et ce rire était aussi une forme de clôture. Ce que j'ai retenu de tout cela n'est pas ce que les gens s'attendraient à ce que je retienne. Je n'en suis pas sorti avec de l'amertume. Je n'en suis pas sorti avec une méfiance généralisée envers les gens, l'amour ou la possibilité de construire quelque chose de vrai avec quelqu'un. J'en suis ressorti avec des choses plus spécifiques, plus utiles, plus difficiles à résumer en une phrase, mais d'autant plus vraies. Je suis resté avec la confirmation que la patience, la vraie patience, non pas celle qui évite le conflit, mais celle qui attend le moment exact, est l'une des formes d'intelligence les plus puissantes qui soient. Je suis resté avec la certitude que le silence bien utilisé n'est pas de la lâcheté ou de la résignation. C'est de la précision. C'est la différence entre tirer quand on est nerveux et tirer quand on sait exactement où on vise.
Je suis également resté avec quelque chose de plus inconfortable à admettre mais tout aussi vrai. Je suis resté avec la conscience que moi aussi, j'avais quelque chose à apprendre dans tout cela. Que mon mode de vie, cette discrétion qui est authentique et que je ne changerai pour rien au monde, était aussi parfois un moyen d'éviter la vulnérabilité d'être véritablement connu. Qu'il y a une différence entre choisir de ne pas montrer tout ce que l'on a et ne permettre à personne de vraiment nous voir. Que la première chose est de la sagesse, et la seconde est parfois de la peur déguisée en stratégie. Et que s'il y a bien une chose que je veux de différent dans ce qui est à venir, c'est de ne pas montrer plus, mais de permettre plus. Permettre aux bonnes personnes, celles qui demandent avant de présumer, celles qui regardent au-delà de la surface, d'atteindre l'endroit où je suis vraiment. Parce que c'est ce que Laetitia n'a jamais fait. Elle ne m'a pas posé la question. Elle ne s'est jamais assise en face de moi avec une curiosité sincère pour me dire « Hugo, dis-moi qui tu es ». Non, pas le consultant, pas l'homme de l'appartement simple et de la voiture discrète. Qui es-tu ? Elle n'a jamais demandé. Et cette question non posée, cet espace qu'elle n'a jamais voulu ouvrir, était en fait le début de la fin de quelque chose qui, avec une attitude différente, avec une autre façon de regarder, aurait pu être complètement différent. Je ne le dis pas avec rancune. Je le dis avec la clarté froide et calme de quelqu'un qui a assimilé quelque chose jusqu'à la moelle et qui ne le craint plus. Parce que la rancune demande une énergie que je préfère utiliser ailleurs. Et parce qu'au fond, je comprends que Laetitia n'était pas mauvaise. Elle était limitée. Limitée par une façon de voir le monde qui l'avait bien servi dans les affaires. Mais qui, dans les relations humaines, produisait exactement le genre de dégâts que n'importe quel instrument de mesure produit lorsqu'il est appliqué à quelque chose qui ne peut pas être mesuré. La valeur d'une personne n'est pas dans ses actifs. Elle n'est pas dans sa richesse, dans son entreprise, ou dans le nombre de zéros sur son compte en banque. Elle est dans la façon dont elle traite quelqu'un qui, selon elle, n'a rien. Elle est dans les questions qu'elle pose avant de conclure. Elle est dans la capacité de regarder quelqu'un et de voir une personne entière au lieu d'un bilan financier avec un visage. C'est ce qui sépare ceux qui construisent de vraies relations de ceux qui ne construisent que des alliances pratiques. Et moi, qui ai passé presque 2 ans à être silencieusement évalué par quelqu'un qui n'a jamais compris ce qu'il regardait, je suis sorti de cette expérience avec quelque chose qu'aucun contrat de mariage, aucune réunion d'avocats, aucun chiffre dans un document n'aurait pu produire. J'en suis sorti avec la certitude absolue de qui je suis. Avec la tranquillité d'esprit de quelqu'un qui a été testé de la manière la plus silencieuse et la plus révélatrice possible, et qui en est ressorti en étant exactement le même qu'avant, sans avoir été diminué, sans avoir été endurci de la mauvaise façon. Sans avoir rien perdu de ce qui valait la peine d'être gardé. La plus grande erreur que l'on puisse faire est de sous-estimer une personne silencieuse. Je l'ai dit au début et je le répète maintenant. Non pas comme une menace, un avertissement ou la morale calculée d'une histoire conçue pour impressionner. Je le répète parce que c'est la vérité. Parce que je l'ai vécu. Parce que je le sais de la manière dont seules les choses qui ont causé quelque chose de réel peuvent être sues. Parce qu'au final, le silence de quelqu'un qui sait qui il est se révèle toujours plus puissant que le bruit de quelqu'un qui ne sait que ce qu'il